Merci Bernard et merci à vous. Personne ne sait qui est Todd Browning. Personne ne sait qui est Todd Browning, c'est Jean-Claude Romer qui dit ça dans une émission de 1977 que j'ai entendue sur France Culture. En fait, quand j'ai préparé la soirée d'aujourd'hui, j'ai écouté toutes les émissions de France Culture, de la radio qu'il pouvait y avoir sur Todd Browning. D'ailleurs, la moitié ont été faites par François Angelier ici présent. Merci François. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a une de 77 formidable où Jean-Claude Romer dit, mais avec une espèce de ton qui est comme, comment dire, il y a une sorte de ferveur et en même temps il est navré. C'est à côté, mais personne ne sait qui est Todd Browning. Le truc, c'est que, comment dire, on arrive très tard. C'est comme la reconstitution d'un meurtre. C'est comme essayer de retrouver un coupable. Quand on arrive aujourd'hui sur l'affaire Todd Browning, la plupart des témoins sont morts, les documents sont pas là, il manque énormément de trucs, et on a surtout toutes les légendes qui ont pu être racontées ou tout le storytelling qu'il a pu faire lui-même en tant que super bonimenteur pour accompagner ses films. Et donc, ce qu'on sait sur Todd Browning est extrêmement petit par rapport à ce qu'on croit sur Todd Browning ou ce qu'on pense sur Todd Browning ou ce qui est peut-être Todd Browning. Donc du coup, qui est Todd Browning ? On va essayer, en tout cas, je vais faire un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais essayer de faire un espèce d'exercice un peu sérieux, une traque de biographe, si vous voulez, un truc un peu solide. C'est pour ça que j'ai beaucoup de notes. Je vais essayer de les suivre de façon un peu rigoureuse pour vous donner de l'info, que j'ai réussi à trouver. Et vous allez voir, à chaque fois, il y a quand même toujours un peu quelque chose qui échappe par rapport à ça. Pour commencer, Charles Albert Browning, il est né à Louisville, dans le Kentucky, le 12 juillet 1880. Et dans une interview, il va expliquer que le bayou et son atmosphère putride, ses mythes et ses légendes, sont une terre fertile qui ont fait naître en lui une attirance pour le bizarre et l'étrange. Alors on sait qu'il est le second fils et le troisième enfant de Charles Leslie Browning et de Lydia Jane Fitzgerald, qui sont des géants. Charles Browning, il fait plus d'1m80, mais Lydia, elle fait plus d'1m90. Et leur premier fils, lui, il fait carrément plus de 2 mètres. Donc Todd Browning, il est grand, mais il fait dans une famille de géants. Il a un premier enfant, une sœur, qui meurt à 1 an et demi, qu'il ne connaîtra pas. Et il y a une deuxième sœur, qui est en fait une cousine que les parents vont adopter, Virginia. Et ce qu'on ne sait pas ce que les parents ont fait, on ne connaît pas leur boulot. Enfin, moi, j'ai lu ce que j'ai pu trouver de bio, etc. On n'a aucune idée. On n'a pas d'idée du contexte. Tout ce qu'on sait, c'est ce que Browning a dit, c'est-à-dire qu'à 12 ans, il a quitté sa famille et l'école pour suivre un cirque errant. Il dit qu'il s'est enfui à 12 ans. Dans certaines interviews, il dit que c'est à 16 ans. Il dit qu'il a eu un coup de foudre pour une danseuse et qu'il a quitté sa ville, qui est devenu avaleur de serpents, clown, acrobate, contorsionniste, chanteur, magicien. Et que son principal numéro aurait été le numéro du Living Hypnotic Corpse, c'est-à-dire le numéro de l'enterré vivant. On enterrait vivant un homme sous hypnose et qu'il aurait tenu, c'était genre, il avait fait un record, il a tenu 48 heures d'affilée. 48 heures d'affilée, sous hypnose, sous terre. Bon, très bien. Il revient après à Louisville, il serait devenu jockey et avant de partir à Hollywood. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans toutes les interviews de Browning. Le truc bizarre, le truc compliqué, c'est que Browning, il a donné des interviews pendant qu'il faisait des films, uniquement pendant qu'il faisait des films. À partir du moment où il a arrêté de faire des films, c'est-à-dire en 1939, comme vous l'a rappelé Bernard, il n'a plus voulu donner une seule interview. Donc toutes les interviews qu'il a données, il faut les considérer aussi comme des interviews d'accompagnement de son travail cinématographique et rien d'autre. C'est-à-dire c'est des produits dérivés. Parce que quand des biographes se sont mis un peu au boulot par rapport à la vie de Todd Browning, vous voyez, il y a un problème. C'est-à-dire que cette vie extraordinaire de mec qui a quitté sa famille à 12 ans ou à 16 ans pour rejoindre un cirque et que finalement il a fait avec le cirque le tour des États-Unis, voire le tour du monde et qui est revenu à Louisville, il a fait joker un petit peu, il est parti à Hollywood. Il y a un problème. C'est qu'il y a bien un homme qui porte son nom, Charles Albert Browning, qui a les mêmes parents et qui pendant tout ce temps-là a été employé de bureau dans une sellerie. Alors, il faudrait imaginer éventuellement, si on veut croire les interviews de Browning, que dans la journée, il était employé dans une sellerie et puis la nuit, il partait avec le cirque dans des pays lointains. Bon. Et donc, Charles Browning, il est resté employé de bureau dans une sellerie jusqu'à l'âge de 29 ans. Après, en plus de ça, il a épousé une femme, Amy Louise Stevens, qui n'a rien à voir avec le milieu du cirque, qui n'est pas danseuse.
Et il divorce juste avant de partir à New York, là où il va être repéré par Griffith. Bon. Comme vous voyez, le problème de la bio de Browning, c'est que c'est un objet piégé dès le début. C'est-à-dire que c'est comme s'il y en avait deux. C'est comme s'il y avait Charles Browning et Todd Browning. C'est comme si Todd Browning nous avait raconté la vie de Todd Browning et que nous retrouvions avec la vie de Charles Browning. Et ça, c'est intéressant parce que son cinéma, il en est plein. Alors, il est plein de doubles, il est plein de personnages à double personnalité, mais aussi, surtout, avant tout, c'est des films de confidence men. C'est des films de gens qui vous racontent des histoires, des arnaqueurs, des pickpockets, des types qui abusent de votre crédulité et qui, à travers ça, vous font passer dans une histoire. Ce n'est pas complètement impensable. Moi, je ne suis pas flic, hein, je ne peux pas vérifier. Ce n'est pas complètement impensable que Browning il fait la même chose. C'est-à-dire qu'il vous ait raconté une histoire, qu'il ait raconté une histoire pour accompagner son cinéma. Puis après, quand on va chercher, on va vérifier les papiers, ben, c'est un peu différent. Le surnom aussi. Ça, on ne sait pas pourquoi il s'est appelé Todd Browning. C'est comme Delphine de Thon, c'est un espèce de pseudonyme qu'il a voulu garder secret. Il y a plusieurs possibilités. C'est vrai qu'il aimait bien les jockeys. Donc il y avait un jockey qui s'appelait Todd Sloan. Todd, c'est un surnom qui veut dire rusé. C'est le renard, Toddy. C'est le trickster aussi. Et puis il y a un autre Todd qui est important par rapport à Todd Browning, c'est un écrivain qui est Todd Robbins. Todd Robbins, il va adapter 2 textes, et pas des moindres, de Todd Robbins. Celui qui va donner Freaks, qui s'appelle Spurs, qui a été traduit en français sous le nom Les Éperons, et puis les Unholy Three, le club des 3. Mais surtout, le récit de vie du gamin qui quitte sa famille et l'école à 12 ans, qui suit un cirque parce qu'il a vu une belle danseuse et compagnie. Si vous voulez, c'est un remake d'une histoire qui existe, c'est un remake d'un roman. C'est un remake d'un roman qui s'appelle Toby Tyler. C'est un roman de James Otis Caller, un roman qui a été très très lu par les gens de l'époque. Pas traduit en français, mais par contre en français, on a le film de Walt Disney qui est inspiré et qui est, comme vous pouvez l'imaginer, très atténué, qui s'appelle Le clown et l'enfant. Si vous voyez le clown et l'enfant, bah, vous avez une sorte de récit archétype de l'attirance des enfants pour les cirques errants, pour les freaks. C'est très intéressant. Alors, Toby Tyler, donc c'est un enfant qui quitte sa famille, qui intègre l'univers des freaks, qui est vaguement amoureux comme ça d'une danseuse, qui devient ami avec les freaks et qui se rend compte de la solidarité qu'il y a avec les freaks. Et ce récit-là, qui est un récit, c'est un récit quasiment archétype de ce qu'on va retrouver dans des récits qui, eux, seront, on dit, inspirés par freaks. C'est-à-dire Crystal qui rêve de Theodore Sturgeon, et puis Carnival, la série de Daniel Knopf. Au fond, ils sont tout autant inspirés de Toby Tyler que de Freaks. Donc s'il y a un éditeur dans la salle, non seulement il serait cool de traduire Dark Carnival, la bio Todd Browning, de David Skal, qui est formidable, mais ce serait cool aussi de traduire Toby Tyler de James Otis Keller pour tous les amateurs de cirque et de freaks. On aimerait bien plonger un peu plus dans cet univers-là et surtout dans cette espèce de figure archétype de l'enfant qui quitte chez lui pour rejoindre la vie des nomades. Enfin, vous voyez cette espèce d'image archétype, d'image clé. L'enfant qui voit le cirque passer et puis qui dit « bon, je suis ». En 1911, Browning divorce et part à New York. Là, il joue dans une pièce de théâtre, The Wheel of Mirth, excusez-moi, qui tourne dans 40 villes. Là, on a une tournée. Et c'est à travers cette tournée que le comédien Charlie Murray le présente à Griffith. Et Griffith va le faire jouer dans 2 comédies, Scenting a Terrible Crime et Fallen Arrow, et surtout, il va l'amener à Hollywood. Todd Browning va suivre Griffith à Hollywood en 1914, alors il a 32 ans, puis il va faire l'acteur, puis il va faire scénariste et assistant réalisateur. Et il est assistant de Griffith sur Intolérance, comme Eric Von Stroheim. À ce moment-là, il réalise 14 courts-métrages. Ces 14 courts-métrages, on les a perdus. Mais on a quelques synopsis. Donc, les 14 courts-métrages dont on a les synopsis, on sait par exemple que dans The Living Death, on a l'histoire d'un médecin qui falsifie le diagnostic d'un de ses patients pour l'empêcher d'épouser sa fille. C'est déjà un récit à la Browning. Dans The Burn Hand, on a un homme qui, fraîchement divorcé, enlève sa fille et, par malheur, il se retrouve dans un incendie et sa fille perd sa main. La fille du mec a la main brûlée à cause de ça. Et on a aussi un film qui s'appelle Little Mary, où visiblement un ouvrier
qui veut assassiner son patron et prépare une explosion, manque de tuer sa fille par l'explosion. Bon, comme vous voyez, il y a déjà énormément d'histoires de mecs avec leur fille. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même, le truc très mystérieux, c'est que dans la cinématographie de Browning, on va avoir énormément d'histoires de père et de fille, mais lui, il n'a pas eu d'enfant. À ce qu'on sait, en tout cas. Donc là, à ce moment-là, il fait ses gammes, il se prépare, et puis quand il va commencer à faire des longs métrages, il va raconter 2 histoires qui sont supposées être les histoires qui l'ont fait en tant que réalisateur. 2 récits qui sont les récits clés qui expliquent son rapport très spécial au cinéma. Il faut voir que c'est quelqu'un qui est très, enfin d'après ce qu'on en voit, hein, qui est très au taquet au niveau storytelling. Donc à chaque fois, il choisit bien. Il raconte des histoires qui sont déjà des histoires de Todd Browning et qui sont des histoires qui racontent une histoire de ce que peut être l'histoire d'un réalisateur. La première histoire, elle est invérifiable, comme d'hab, puisqu'il n'y a que lui qui peut savoir si ça a lieu ou pas. C'est-à-dire que c'est une nuit, en novembre 1909, il serait revenu dans la pension de famille où il habitait, vers 3 h du matin. Il aurait entendu des bruits étranges dans la porte de la salle de bain. Et là, c'est la salle de bain commune à tous les locataires. Et là, il aurait regardé par le trou de la serrure, et il aurait vu l'image d'un enfant de 5 ans, paralysé, les yeux hagards, qui fixe sa mère qui est en train de noyer son 2e enfant. Et ça, il dit dans une interview, « Ce meurtre laissera une blessure qui n'a toujours pas cicatrisé. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. » Alors le 2e incident, par contre, lui, non seulement il est vérifiable, mais il est vérifié. C'est le 16 juin 1915. Donc là, Browning est arrivé à Hollywood, et il est dans la bande de Griffith, il fait ses courts-métrages, et il est un membre de la bande de Griffith. Et c'est une soirée, et ils font la fête avec des mecs de la bande de Griffith, et il a 2 trucs qui le définissent aux yeux des autres à ce moment-là, c'est que Todd Browning, il boit beaucoup, bon, je ne pense pas que ce soit le seul, et il aime conduire vite. Je ne pense pas que ce soit le seul non plus, mais c'est 2 éléments qui sont importants à ce moment-là. Ils sont tous bourrés, il conduit la voiture, et alors qu'il conduit un groupe de copains, il percute un camion arrêté au croisement de Santa Fe Avenue et de Salt Lake. Et là, dans la voiture, le type qui est à côté de lui, c'est l'acteur Elmer Booth, qui est un acteur de Griffith, qui était le partenaire de Lillian Gish dans Les Musketeers of Pigalle. Il est tué, décapité sur le coup. Les autres passagers sont tous blessés. Et Todd Browning lui-même, il a la jambe droite fracturée à 3 endroits, il a le thorax écrasé, et il a perdu toutes ses dents. Il va rester plus d'1 an à l'hôpital. Donc c'est quand même, ça c'est un truc, c'est sûr que c'est du lourd. Et pendant ce temps à l'hôpital, il va écrire des scénarios. Il va rêver à ce qu'il pourrait faire en tant que cinéaste. Quand il sort de l'hôpital, eh ben, il va pouvoir réaliser son premier long métrage. C'est Jim Bludso, et on est en 1917. Alors, Jim Bludso, on l'a perdu. Ok, alors on en a perdu beaucoup, hein, des Browning. Hein. Je pense que vous êtes au courant si vous êtes là ici. Browning, il va réaliser 48 longs métrages en 22 ans, 39 muets, et des 39 muets, il nous en reste 17, et 9 parlants, et ceux-là, on les a. Et au moment où il réalise son premier long métrage de Jim Bludso, donc, et les années qui vont suivre, se met en fait, grosso modo, commence son cinéma. Et pour commencer son cinéma, il y a 3 rencontres importantes qui vont être les 3 personnes clés, on va dire, du cinéma muet de Todd Browning, cinéma du début. C'est Irving Thalberg, Priscilla Dean et Lon Chaney. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Irving Thalberg, mais enfin, bon, c'est toujours pas mal d'en reparler. C'était ce jeune chargé de production Universal qui arrive qu'à 21 ans et qui va partir ensuite à la MGM. C'est ce type dont on dit qu'il pensait, je crois que c'est Godard qui dit genre il pensait 52 films par jour. Enfin bon, c'est un espèce de jeune producteur prodige qui est une personnalité extrêmement complexe et que certains cinéastes vont absolument détester, que certains autres cinéastes vont absolument adorer. Donc il y a des cinéastes qui semblent l'avoir complètement détruit, comme Eric Von Stroheim, et d'autres qui l'a porté, comme Todd Browning.
Browning, vraiment porté. Todd Browning, il n'aura rien de mal à dire de Irving Thalberg, il aura suivi, il aura même pu permettre de faire Freaks. Alors, il y a une supposition, mais alors là, c'est vraiment, on est dans des détails extrêmement profanes ou, je vais dire, mesquins, c'est que c'est peut-être des questions de dépassement de budget. C'est-à-dire que Thalberg, il aimait bien les mecs qui ne dépassaient pas le budget. Browning, il ne dépasse jamais le budget. Il est hyper rigoureux, tatillon, il fait les trucs très, très correctement. Peut-être que ça a lieu, peut-être aussi que c'est lié au fait que les films de Browning vont montrer des personnalités, on va dire, physiquement atteintes, et que Irving Thalberg, comme on sait, il y avait une complexion extrêmement fragile, il va mourir d'une pneumonie à 37 ans, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec son propre corps, donc peut-être que c'est ça. On ne sait pas. En tout cas, la personnalité de Thalberg va être tellement essentielle à Browning que, grosso modo, après la mort de Thalberg, Browning ne va plus pouvoir faire grand-chose. Il y a 2 morts, en tout cas, qui vont signer la fin de son rapport au cinéma, c'est celle de Lon Chaney et celle de Irving Thalberg. Quand il n'y aura ni Lon Chaney ni Irving Thalberg, très vite, il n'y aura plus de Todd Browning. Alors, deuxième personne importante, c'est Priscilla Dean. On l'a complètement oublié, Priscilla Dean. C'était une star du muet qui s'est retirée à l'avènement du parlant, mais c'était vraiment une superstar. C'est-à-dire, c'était au point où, pour l'indiquer sur les affiches, si vous voulez, on ne mettait pas Priscilla Dean, on mettait juste ses initiales, PD. Et les gens pigeaient. Ils comprenaient tous que c'était Priscilla Dean. Elle était adorée, idolâtrée. Et elle va jouer dans 9 films de Browning. Et en gros, elle va être l'incarnation de la figure type du premier cinéma de Browning. Browning, en gros, les films qui vont marquer tout le début de sa cinématographie, avec un passage de Priscilla Dean à Lon Chaney, bon, c'est des mélodrames, c'est principalement et quasi exclusivement des mélodrames, mais c'est aussi des mélodrames qui sont, tant que c'est Priscilla Dean et sinon d'autres actrices, mais qui vont faire des personnages un peu à la Priscilla Dean, des films qui tournent autour d'une figure féminine qui est une hors-la-loi au grand cœur. Et Priscilla Dean, c'est vraiment la figure type de ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans quasiment tous les films, elle a un background hyper compliqué, le personnage. Elle évolue dans des milieux qui sont des milieux de gangstérisme ou des milieux qui sont des milieux de hors-la-loi. Et elle va, grosso modo, faire un espèce de super sacrifice généreux, extraordinaire, où elle va tomber amoureuse follement d'une personne qui va être sa victime et elle va l'aider, etc. C'est toujours un peu le même type de récit. Et derrière ça, il y a une espèce d'idée obsessionnelle de représenter une forme d'Oliver Twist ou une forme de Robin des Bois au féminin. Bon, alors, par rapport à ça, bon, c'est sûr qu'il y a une influence de Dickens. C'est sûr qu'il y a une influence de Dickens dans les synopsis, dans les ébauches narratives de ces films. Mais il y a c'est une vision. C'est vraiment une vision et c'est une vision dont Browning n'est pas le seul à partager, mais c'est le seul qui va le faire comme ça, de ce que peut être le mélodrame. Le mélodrame, il y a une définition qui est magnifique du mélodrame. C'est la définition de la philosophe Simone Weil. C'est que c'est le genre de la connaissance de la réalité du malheur. Et il y a une explication de Simone Weil. Je vais vous la lire, ça ne vous embête pas. Le peuple a le monopole d'une connaissance. La plus importante de toutes, peut-être, c'est celle de la réalité du malheur. Par là même, il sent bien plus vivement combien sont précieuses les choses qui méritent d'y être soustraites, combien chacun est obligé de les chérir et de les protéger. Et le mélodrame reflète cet état de la sensibilité populaire. Pourquoi c'est une forme littéraire tellement mauvaise ? C'est une question qui vaudrait la peine d'être étudiée, mais loin que ce soit un genre faux, il est en un sens très très près de la vérité. Alors oui, dans la littérature, le mélodrame a été un genre notoirement mauvais, ou dans le théâtre. Mais au cinéma, ça va devenir un immense genre, et probablement à partir de cette idée-là. C'est-à-dire, à partir de Griffith et de Mizoguchi, mais surtout, et je pense que vous connaissez tous Douglas Sirk, ou ce qu'on a fait Fassbinder, ou ce qu'on a fait Lars von Trier, le mélodrame, c'est la matrice de toute la compréhension de pourquoi, on va dire, le fonctionnement des hommes et pourquoi ils se rendent toujours aussi malheureux. Pourquoi il y a une espèce d'inévitabilité
du report des malheurs de l'un sur les malheurs de l'autre. Comment une personne qui a été abîmée va abîmer quelqu'un d'autre en retour. Comment la personne qui va essayer de s'en sortir va se retrouver acculée à devoir encore redescendre, encore remonter, encore redescendre, encore remonter. L'idée que le mélodrame, c'est une espèce de genre qui est un genre qui veut aller vers l'extrême lucidité, qui veut toucher l'extrême lucidité et toucher du doigt la plaie encore saignante du malheur humain ou de la blessure d'un être humain. Et dans un premier temps, proche là d'autres grands artistes du mélodrame, Fassbinder par exemple, ou Lars von Trier, vont faire des mélodrames beaucoup avec des figures féminines au centre. Donc ça va être ça, le cas de la première partie de la cinématographie muette de Todd Browning, autour de Priscilla Dean et des actrices qui ressemblent à Priscilla Dean. Puis à un moment, il va rencontrer Lon Chaney. Il a rencontré avec Lon Chaney, il va voir le potentiel de Lon Chaney, et donc le mélodrame va devenir le mélodrame de l'homme mutilé, de l'homme abîmé, de l'homme qui ne pourra pas s'en sortir. Il y a des éléments qui font que de toute façon, quelle que soit la situation, il y a un truc qui est bloqué. Alors il y a une déclaration de Browning sur le choix des figures féminines. Bon, c'est intéressant parce que comme on a assez peu d'éléments de Browning parlant de lui-même ou parlant de ses films, quand j'en ai trouvé quelques-uns, je vous les ai gardés. Donc, je vous le donne. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Elles ont une force d'une différente nature. Nous, les hommes, nous pavanons dans une espèce de vantardise très masculine, doublée de la croyance que nous avons un contrôle sur nos vies. Mais une femme peut aussi bien nous construire que nous détruire. L'homme le plus fort reste un enfant quand on le confronte à la colonne vertébrale spirituelle que possède la femme. Bon, ça c'est une phrase de Browning qui est une explication de son rapport aux figures féminines qui sont dans tous ces films-là, dans The Wicked Darling, Exquisite Thief et tout ça. Et après, on arrive sur Lon Chaney. Parce qu'on va arriver sur un film, et c'est là le premier extrait qu'on va vous montrer, qui est un film qui réunit Priscilla Dean et Lon Chaney. Alors, Lon Chaney, lui, il est né en avril 1883. Lon Chaney, on l'a appelé l'homme aux mille visages. Hein. Donc, c'est un acteur qui se transforme énormément, qui est tout le temps en métamorphose, et qui va tellement loin que, grosso modo, il est prêt à se tordre les bras, tordre les jambes. Il souffre pour pouvoir atteindre le personnage qu'il essaye de jouer. Qui sont toujours des personnages mutilés, des personnages transformés, des personnages métamorphoses. Et au départ, et ça c'est un truc très troublant, enfin, Lon Chaney c'est très troublant, il mériterait beaucoup et il mériterait déjà qu'on fasse, je sais pas quoi, un beau livre sur lui aussi, pour qu'on en apprenne plus si jamais on a encore beaucoup de documents. Il est né en avril 1883, il avait des parents qui étaient tous les deux sourds. Donc ça, c'est très étonnant. Il a 2 parents sourds, donc il a appris dès le début à communiquer comme on communique dans le cinéma muet, communiquer par les gestes, par le visage. Et il a été un roi du muet. Et alors, quand le parlant est arrivé, il a tourné un film parlant, et puis il s'est chopé un cancer de la gorge, et il est mort. Quand même quelque chose, hein. Bon, rapport au muet. Ou un rapport au sourd. Qui a dit que le cinéma n'était pas muet, mais était sourd avant le parlant? C'est Godard. Ok, voilà. La preuve, Lon Chaney, héros du cinéma sourd. Et bon, donc, en fait, il y a une relation très très forte, très intense entre Chaney et Browning, parce qu'ils cherchent quelque chose commun ensemble dans la représentation qu'ils ont de l'humain. Il y a une déclaration de Chaney qui aurait pu aussi être une déclaration de Browning, et à mon avis, ils étaient complètement raccord là-dessus, qui explique pourquoi il joue des bossus, des amputés, etc. Il dit « Je voulais rappeler aux gens que ceux qui se retrouvent au plus bas de l'échelle de l'humanité peuvent avoir en eux la ressource de l'abnégation suprême, le mendiant raccourci, difforme et susceptible d'avoir les idées les plus nobles. » Donc ça, c'est la même obsession, une espèce cette obsession-là.
Et Browning, lui, il va expliquer le fait que dans tous les films qui jouent avec Lon Chaney, il y a une constante des films qu'ils vont faire ensemble. Ils ont fait 10 films ensemble, on en a 8. C'est pas mal, même bien. C'est qu'il n'y en a aucun où Lon Chaney connaît l'amour réciproque. Systématiquement, râteau. Bon, désolé, hein, c'est le terme, c'est horrible. Et Browning dit, alors voilà, déclaration, elle est très intéressante et elle est très curieuse, mais il y a plein de choses très curieuses chez Browning. Dans mes films avec Chaney, l'amour partagé est impossible. L'homme doit payer un tribut à on ne sait quel inconscient collectif. Mystérieux Browning. Hein. Donc il y a l'idée qu'il paye un tribut à on ne sait quel inconscient collectif. Alors moi je vous propose que pour faire une, c'est pas vraiment une pause quoi, mais qu'on voit un extrait de Outside the Law, qui est un peu le premier, qui est à la fois le premier, enfin bon après c'est une question d'appréciation, disons que pour ceux que j'ai vus, pour ceux que je connais, c'est le premier gros chef-d'œuvre de Browning, Outside the Law. Et c'est aussi son premier très très grand succès commercial. Et ça c'est un truc qui est intéressant et qui est surprenant aujourd'hui, où Browning n'a pas l'air de déclencher, on va dire, la folie furieuse des éditeurs de DVD, qui ne sont pas en train de se ruer pour sortir des coffrets, et ni les éditeurs qui ne sont pas en train de se ruer pour éditer des bouquins sur Browning. Assez curieusement, Browning a été pendant un moment très 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 successful. C'était lié à Priscilla Dean, superstar, mais aussi à Lon Chaney, qui est devenu une figure extrêmement aimée du cinéma muet. Et le premier film où il y a vraiment un espèce de truc gigantesque, c'est Outside the Law, qui a bénéficié d'une espèce de campagne de publicité complètement folle. On a des documents encore, les pubs de Outside the Law, c'était, je veux dire, il y avait partout. Le film était un blockbuster, enfin quoi, l'équivalent quoi. Donc on va voir le début d'Outside the Law, après on va en parler parce que sur le fond c'est un film très profond.
Alors, outside the law, très intéressant. Il y a cette phrase célèbre de Proust qui dit que fondamentalement les écrivains réécrivent toujours le même livre et qu'en fait, par exemple, tous les romans de Dostoïevski pourraient s'appeler Crime et Châtiment. Bien, ça marche aussi pour un certain nombre de cinéastes. Et à peu près tous les films de Browning pourraient s'appeler Outside the Law ou Where East is East. Parce qu'en gros, ils se partagent entre la question du monde en dehors de la loi ou du monde dehors la loi et la recherche d'une boussole d'orientation, la recherche de l'Orient, la recherche d'un Orient qui soit vraiment l'Orient, un Orient oriental. Et là, on a déjà tout ça qui est mis en place, avec en plus un double rôle de Lon Chaney qui fait le gangster, Black Mike, et le Chinois qui va tuer le gangster, Ah Wing. Donc le disciple de Chang-Lo, qui est le sage, qui est en train de réformer par sa seule sagesse un des plus grands gangsters de Chinatown, Silent Madden. Alors le film, ça raconte ça. Le film, ça raconte un gangster, un ancien gangster qui est tellement en train de se réformer à l'exemple d'un sage confucéen que, grosso modo, ils disent en plaisantant, et en fait c'est une prophétie qui va se réaliser, qui va transformer ces casinos en monastères, et qui va se retrouver piégé par un ancien rival, joué par Lon Chaney, qui va non seulement le piéger lui, mais va essayer de piéger sa fille aussi, qui est jouée par Priscilla Dean, sa fille Molly. Et ce gangster va être tué par le disciple du sage, qui est aussi joué par Chaney. Donc c'est une première... C'est pas la première fois que Lon Chaney il joue deux rôles dans un film, et c'est pas la dernière fois. Mais la première fois, c'est dans L'île au trésor de Jacques Tourneur en 1919. Puis il va y avoir d'autres films où Lon Chaney va faire ce truc qui est d'avoir deux rôles. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue les deux, la tension du cinéma les deux extrêmes de la tension du cinéma de Browning, presque, en gros. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la recherche de l'Orient, ou la recherche de la boussole, la recherche en fait d'une loi qui ne soit pas la loi des hommes, qui soit une loi divine ou des principes premiers, qui puisse réorienter au-delà des clivages habituels de la société, au-delà des constructions sociales, le parcours de l'individu. Et de l'autre côté, on va dire la forme de l'arnaqueur, du gangster, auquel on retourne toujours. Et qui sont qui sont non seulement des tensions de son cinéma, parce qu'on peut dire que finalement le sage chinois, c'est pas, il s'arrête pas à cette figure-là, c'est-à-dire qu'on va le retrouver sous d'autres formes. Et la société des freaks, elle a finalement cette fonction-là aussi. Elle a cette fonction-là, elle a fonction de montrer que le respect des principes du vivant existe en dehors des lois des hommes, et qu'il y a quelque chose qui est plus proche de la continuité de la vie et de la continuité de la société et des principes qui font le bon gouvernement des hommes, ou le principe de la bonne société, que ce qui est inscrit par les hommes de tel ou tel lieu, par les dirigeants de tel ou tel lieu. Et donc c'est la recherche de ce bon gouvernement des hommes qui serait une possibilité pour les hors-la-loi, de s'amender, mais de s'amender de façon moins forcée. Alors cette fascination pour la Chine, bon, là on est dans le domaine du grand mystère, parce que par rapport à Browning. Parce que, par exemple, on nous dit qu'il savait parler chinois. Alors je ne sais pas si c'est vrai, et je ne sais pas comment il a appris à parler chinois. Mais moi j'ai lu ça, que Browning avait des notions de chinois. Donc très bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tombé amoureux d'une chinoise. Et que ça a été un truc très important dans sa vie. C'est une actrice qui est Anna May Wong, qui de son vrai nom est Wong Lui-tsung, que Browning a rencontré alors qu'il était marié avec Alice peu de temps après la mort de son père. Il l'a rencontré en 22, donc après Outside the Law. Et il est tombé fou amoureux. Et c'est connu, enfin, c'est raconté que c'est pas un truc secret, quoi. C'était non seulement tout le monde le savait, ça a accentué son alcoolisme, qui était déjà important. Là, c'est devenu vraiment grave. Et sa femme l'a quitté momentanément à ce moment-là. Et ça a été un espèce de gros drame. Bon. Et de l'autre côté, il y a la fascination pour les gangsters, les arnaqueurs, les escrocs et les pickpockets. Pareil, il y a des histoires qu'on raconte, je ne sais pas ce qu'elles valent,
c'est des histoires de Hollywood, hein, que Browning faisait des tours, savait des tours de pickpocket. Donc pour rigoler, pour se moquer, quoi, des comédiens ou des comédiennes, il leur piquait des trucs, juste comme ça. Et après, il remettait. Donc, il y avait un truc par rapport à ça. Mais c'est une figure clé, la figure de l'arnaqueur, la figure du gangster et aussi la figure du confidence man, la figure de l'homme qui n'est pas ce qu'il prétend être, qui est un truc que Lon Chaney va faire beaucoup. Par exemple, dans un des films suivants qu'il va faire, qui est le nom, excusez-moi. Blackbird, Black Crow, non c'est Blackbird. Blackbird, où on a un gangster qui se déguise qui se fait passer pour un espèce de preacher man. Et tout ce truc-là, cette espèce de tradition du confidence man, c'est intéressant. C'est tellement ancré. C'est presque une ligne de la fiction américaine. Si vous regardez alors on dit confidence man, donc le terme lui-même, hein, confidence man, qui va avoir une espèce d'énorme fortune, c'est un nom qu'on a donné à une figure légendaire américaine qui va inspirer tous, de Melville jusqu'à Patricia Highsmith, Smith, quoi. Enfin, ils vont tous être fascinés par cette figure, qui est un type qui s'appelait William Thompson, qui est un escroc des années 40, des années 1840, hein, à New York, qui abordait ses victimes, toujours en prétendant être quelqu'un d'autre, et trouver un moyen de gagner leur confiance et les arnaquer. Et c'est pour lui qu'on a forgé ce terme de confidence man. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrache la confiance de quelqu'un, ou qui arrive à obtenir la confiance de quelqu'un contre ses propres intérêts, contre les intérêts de cette personne. Et le dernier roman, si vous savez, de Herman Melville, c'était The Confidence Man, en français Le Grand Escroc. Et c'est un truc qui va se continuer. Enfin, vous en avez beaucoup des figures, hein, le Troisième Homme de Carl Reed, les films de David Mamet, etc. Et jusqu'à, ils vont être pléthores dans la série Lost, qui c'est pas le seul point commun que la série Lost a avec Todd Browning. Je vais vous en parler dans quelques instants. Bon, et ce qui est important par rapport à ce qu'on voit qui est mis en place. Ce qui se dégage. Donc là, la figure de Priscilla Dean va se retirer et la figure de Lon Chaney, de l'homme au mille visages, va s'imposer. Et elle va s'imposer dans les films qui vont suivre, et en particulier dans un film qui va être un autre très grand succès. Et pour nous aujourd'hui, c'est une surprise de savoir que ça a été un très très grand succès, qui est un film génial, hein, qui est vraiment un chef-d'œuvre, mais qui est un film bizarre, et qui est The Unholy Three. The Unholy Three, Club des Trois en français. Donc c'est une adaptation encore de ce Todd Robbins, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est un récit extrêmement étrange, qui est une sorte de société secrète de 3 personnes. C'est un groupe d'arnaqueurs, une histoire de confidence man, et qui sont des figures d'exclus de la société, de paria. Alors, il y a un nain qui se déguise en bébé, il y a un géant, et il y a Lon Chaney qui se déguise en vieille dame. Et alors, leur truc extraordinaire, c'est très tarabiscoté, hein, comme fonctionnement. Ils ont une espèce de boutique où ils vendent des perroquets. Les perroquets ne savent pas parler, mais comme Lon Chaney est un ventriloque déguisé en vieille dame, il fait parler les perroquets, apparemment. Les clients fortunés achètent les perroquets, ils viennent chez eux, le perroquet ne parle pas, ils appellent la boutique. Et la vieille dame, elle vient avec son bébé dans le landau et le grand-fils, là, et là, il cambriole les gens. Oui, c'est étrange. Hein. Bon. On va voir un extrait, puis après on en reparle, parce que c'est vraiment c'est extraordinaire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ce qu'on connaît un peu du roman de Todd Robbins, enfin ce que je connais du roman de Todd Robbins, parce que je ne l'ai pas lu en intégralité en anglais, donc, et puis ma traduction est un peu sur le pouce. Ça commence comme ça. Il parle du nain. Tout ce qu'il demandait, tout ce qu'il demanda jamais, était d'être pris au sérieux. Et personne ne réalisa pour lui ce vœu pourtant modeste. La plupart des gens riaient. Certains le prenaient en pitié, mais personne ne comprit et personne ne le regarda jamais comme un être humain, comme les autres. Il était une poupée, un jouet pour tous les enfants vulgaires du monde, des enfants qui payaient pour voir bouger sa tête, ouvrir sa bouche, parler, des enfants indifférents à son fonctionnement intérieur, des enfants de ce monde matérialiste. Donc il y a déjà, et ça c'est le point commun, même si The Unholy Three est beaucoup plus sur un mode sombre que Freaks, il y a aussi ce point commun. Il y a de toute façon ce trait commun à Robbins et à Browning, au cinéma de Browning, qui va être, comment dire... même si c'est pas vraiment vérifiable dans cette version de Unholy Three où quand même le nain est très très méchant, mais on doit comprendre quand même son désir de se venger. Il y a une autre scène où on le voit carrément donner un coup de pied à un enfant qui se marre. Vraiment une scène c'est très brutal quoi, et c'est très rare qu'on voit des images comme ça dans des films anciens où il y a une telle rage anti-enfant, et on doit piger quand même cette espèce de truc de fond qui est que ils font pas ça pour rien. Ils sont pas dans cet état-là pour rien. Leur histoire, elle est pas là pour, elle est pas gratuite. Et alors, dedans se détache la figure de Lon Chaney, qui, comme Priscilla Dean dans les précédents, va pas vouloir aller jusqu'au bout de l'acte terrible, va pas supporter l'idée qu'il puisse y avoir des meurtres, etc. Et va donc commencer à prendre cette espèce de rôle de, comment dire, de figure un peu martyr. Dans les films avec Chaney, quel que soit le degré d'enténèbrement initial du personnage, il y a toujours l'espèce de moment où la lumière apparaît en lui, où il y a une espèce de lumière et où il va se sacrifier pour l'amour. Ça peut être très loin dans le récit, mais c'est la question. La question, c'est comment est-ce que ça peut naître. Alors que ce soit sous la forme du père qui veut sauver sa fille, ça on en a plusieurs. Dans The Road to Mandalay, il fait un trafiquant borgne qui est jaloux de l'amour que son lieutenant porte à sa fille, mais celle-là ignore que son père est son père. Dans West of Zanzibar, qui est un des plus tordus dans le récit, mais qui est un des plus forts aussi, il fait un magicien à la base, Frozo, qui combat contre son rival. Son rival pousse, il perd l'usage de ses jambes. Le rival part avec sa femme. Quand sa femme revient à lui, elle a déjà un enfant. Elle confie l'enfant, elle meurt. Elle dit mais j'ai jamais voulu te quitter, etc. C'est lui qui m'a enlevé. Elle meurt. Elle lui laisse l'enfant. Lui, il pense que l'enfant, c'est l'enfant de son rival. Il devient très, très, très méchant, lui, qui est une espèce de gentil Frozo, et il décide de se venger de son rival sur la fille de son rival. À ce moment-là, il est toujours cul-de-jatte, hein, le personnage. Et il la place dans un bordel. Et au bout d'un moment, il apprend en fait, que cette fille en fait, est sa fille, pas celle de son rival. Donc il va devoir de nouveau opérer une espèce d'opération rédemptrice, etc. Et ça, on a beaucoup ça avec Lon Chaney. Il y a énormément ce truc-là. On a en fait l'impression que tous les films répètent un même film. C'est une impression persistante, même quand il n'y a pas Chaney, même quand il n'y a pas Priscilla Dean. De toute façon, c'est comme des variations d'une même histoire. Et
Et surtout, si on les voit d'affilée, alors vraiment, et pourtant j'essaye d'être attentif, j'avais vraiment l'impression de les mélanger, vraiment, en les regardant d'affilée. Et parce qu'on retourne dans les mêmes trucs. Et on a vraiment l'impression, comment dire, c'est un des cinéastes qui donne plus l'impression qu'une cinématographie, comme une œuvre, en fait, c'est une sorte de cycle de réincarnation. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnages qui reviennent sous d'autres formes. Encore. Comme le théâtre de Shakespeare. Mais comme certaines œuvres, quoi. Où vous voyez que œuvre après œuvre, les mêmes personnages reviennent, les acteurs, ils sont permutables, mais souvent c'est le même acteur qui refait le même personnage, ou qui fait le personnage opposé, mais qui va se retrouver son double. Et on retourne, et on a une espèce de récit clé, un récit archétype qui essaye de se raconter encore et encore et encore. Et ce qui est toujours évidemment le plus bizarre par rapport à ça, c'est que ça tourne autour d'un récit père-fille. Encore une fois, je vous l'ai dit, il n'a pas d'enfant, Browning. Mais bon, cette figure-là, elle est obsessionnelle. La relation père-fille, qui est encore un point commun avec Shakespeare d'ailleurs, puisque toutes les dernières pièces de Shakespeare, vous vous souvenez, les pièces de réconciliation, sont autour de la relation père-fille. Qui est possiblement aussi la question de la transmission et la question de la filiation est liée à la question de la transmission, et c'est possiblement aussi une espèce d'image miroir de la relation qui s'opère toujours entre une œuvre et son spectateur, ou un auteur et son œuvre, un auteur, son œuvre et son spectateur. C'est possible, je ne sais pas exactement. Je vois juste que cette vision-là, elle va être perpétuée jusqu'à un film parlant, sans Chaney, qui est l'avant-dernier film, Les Poupées du Diable, avec Barrymore. Barrymore reprend un rôle à la Chaney, puisque dedans, en fait, il fait un espèce de type qui va se venger des mecs qui l'ont foutu en prison alors qu'il était innocent. Alors c'est avec des... bon, il y a une intrigue vraiment de cinéma fantastique, puisque c'est avec... comme il sort de la prison de l'île du Diable avec un savant fou. Le savant fou, il crée une machine qui permet de faire des espèces de... Avec des humains, il les réduit, il en fait des espèces de poupées qu'il actionne à sa volonté. Et donc du coup, lui, il décide de se venger. Comme il était innocent, il a été en prison il a raté sa fille tout le long de sa jeunesse. Se venger des mecs qui l'ont mis en prison en actionnant ses poupées pour leur faire des sales coups. Et en même temps, pour faire ça, il retourne à Paris et est déguisé en vieille dame, baissée exactement comme Chaney dans Unholy Free. Il reprend exactement le même look. Il revient et il est là, il a une espèce de truc de relation avec sa fille qui déteste son père, qui ne comprend pas que son père n'est pas si méchant, etc. Bon. Autour, toujours la même histoire. Toujours. Et d'ailleurs, il y a encore une extrait d'interview de Browning, assez mystérieuse, en même temps assez évidente, où il dit « Lorsque je travaille à une histoire pour Lon Chaney, je ne pense jamais à l'intrigue. Celle-ci s'écrit d'elle-même. » Voilà. Mais en fait, il aurait écrit le même film. Tout simplement. Mais il le fait avec des variations. C'est-à-dire qu'il réécrit obsessionnellement cette même histoire. Il essaye de trouver ce qu'il cherche dans cette histoire-là. Donc on a un paquet de films comme ça. Moi, ce que je regrette, je pense que ça n'a jamais été le projet, mais ça aurait été génial, ce serait qu'il fasse un film avec où Lon Chaney aurait fait Judas. Je crois que ça aurait été vraiment parfait. Mais alors le Judas des 3 versions de Judas de Borges. Vous savez, Judas qui en fait est l'incarnation de Dieu. Dieu n'a pas choisi de s'incarner dans Jésus, mais il a choisi de s'incarner dans Judas. Et là, il aurait été parfait, Lon Chaney. Parfait dans un personnage comme celui-là. On va dire le sommet de la relation Chaney-Browning, à ce qu'on en connaît, parce qu'il nous manque London After Midnight, qui visiblement est tellement dingue, tellement fort que avant la mode des films qui a engendré, c'est un des premiers cas qu'on connaît de films qui a engendré un meurtre, enfin qui est en tout cas l'excuse d'un meurtre, puisqu'il y a eu un meurtre commis par un homme qui a tué une femme et qui a dit que c'était qu'il a vu Lon Chaney, le Lon Chaney de London After Midnight, qui lui demandait de le faire. Bon, alors ça c'est un truc, vous savez, quand dans les années 90, il y avait des meurtres qui suivaient Scream et tout ça, ou Lia Turner, et il y avait des jeunes qui exécutaient des meurtres, qui disaient oui, mais c'est parce que j'ai vu dans un film. Bon, alors il y a eu déjà ce truc-là pour London After Midnight. London After Midnight, bon, donc c'est un film qu'on a perdu, un film de 1927. Alors avant qu'on rentre dans l'inconnu, je vous l'évoque un peu rapidement. Surtout, il est mythique. Pourquoi ? C'est supposé être le sommet de la collaboration Chaney-Browning au niveau du déguisement. C'est vrai qu'on a plein de photos. Il y a même une reconstitution à partir des photos du tournage, du scénario du film. Vous pouvez le trouver sur le net.
C'est pas mal fait, on comprend bien en tout cas. On comprend le récit. On voit qu'en fait, il a beaucoup réutilisé pour la marque du vampire, que c'est une espèce de pré-version de la marque du vampire. C'est surtout, ça aurait été le premier film américain de vampire. Bon, c'est pas rien, c'est très important. Et le vampire aurait été joué par Lon Chaney. Alors, c'est un film assez bizarre parce que dedans, London After Midnight, même si le scénario est relativement décousu, il y a les films où les intrigues elles sont très tarabiscotées, très pas sûr de tout piger. En gros, il y a un meurtre à Londres un soir après minuit. C'est un certain Sir Balfour qui on retrouve mort. Et il y a des suspects. Le principal suspect. Les principaux suspects, il y en a 3. De toute façon, c'est Lucille, sa fille, Sir Hamelin, qui est son ami et voisin, et puis le neveu de Sir Hamelin, Arthur. Mais on a un espèce de mot qui dit ce soir, je vais me tuer. Et puis, on n'a pas d'autres indices. Donc, le détective, qui est joué aussi par Lon Chaney. Lon Chaney joue au début 2 rôles. Il laisse tomber l'enquête. Il dit ok, bon, bah alors, on n'a pas rien d'autre. Suicide. 5 ans plus tard, arrive le vampire dans la propriété en question, qui est en ruine, à côté de celle du voisin. Il arrive avec une jeune fille, déjà avec maquillage gothique, etc. Pas aussi bien fait que celui de la marque du vampire, mais c'est une espèce d'annonce de ce truc-là, avec les cols sous les yeux, brunes, inquiétantes. Et surtout, la gueule de Chaney, si vous voulez, il a un espèce de sourire figé, fixe, comme celui du Joker plus tard, comme ça. Et comme ça tout le temps. Cheveux longs, grand chapeau haute forme, la tête mais explosée, quoi. Vraiment une figure, on comprend, une figure qui hante. Même seulement en photo, c'est une figure qui hante, qui arrive là. Et donc du coup, le détective revient, très inquiet. Les gens de la propriété en face, ils se disent putain, il y a un vampire. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un vampire, pas un vampire ? Ça me fait marrer, c'est un peu ça quand même l'histoire. Est-ce que c'est un vampire, pas un vampire ? Professeur Burke, il dit que c'est pas un vampire. Il les soupçonne tous, mais quand même, on a quand même une scène prise en photo où on voit. Alors c'est le truc le plus what the fuck. Hein, comme on n'a pas le film, on va vraiment avoir du mal parce que quand on vous raconte l'histoire entière, si vous voulez, l'histoire entière en fait, sous hypnose. Personnage du professeur Burke joué par Lon Chaney, il les fout tous sous hypnose. Et alors là, sous hypnose, il comprend ce qui s'est passé. Et en fait, c'est le voisin qui a assassiné le Balfour parce qu'il voulait épouser sa fille et Balfour voulait pas lui donner la main de sa fille. Donc il l'épouse, il le tue. Et 5 ans plus tard, la fille en question, elle tombe amoureuse du neveu. Et donc, du coup, il va refoutre la merde aussi pour tuer les autres. Et donc, du coup, pour pouvoir l'attraper, le détective se déguise en vampire. Super bizarre. Super bizarre. Et surtout, il y a une scène où le détective et Hamelin voit dans la propriété en face les vampires, enfin parce qu'il y a le petit groupe de vampires, dont supposément lui, et au milieu, Balfour, ressuscité entre les morts, assis comme ça en train de... avec eux. C'est... bon, donc on comprend à peu près le suivi, mais ça reste très très énigmatique. Et en tout cas, ça a été un putain de succès. Ça a été le plus gros succès. Il a été perdu en 1900. Il y avait une copie qui restait, a été perdue en 1960. Dommage. On va revoir un petit bout de l'inconnu qui lui aurait été perdu pendant très longtemps. J'imagine que vous l'avez redit hier. Si Henri Langlois ne l'avait pas retrouvé visiblement dans les archives de la Cinémathèque de Chaillot. C'est bien ça ? C'est ça qui est raconté en tout cas dans le bouquin. Qu'Henri Langlois a retrouvé dans les archives de la Cinémathèque de Chaillot, et l'histoire drôle, c'est qu'il est resté pendant très longtemps, on pensait que le film était perdu, parce que sur les bobines, on a juste écrit inconnu. Donc ça a été rangé dans les bobines inconnues. Voilà. Et un jour, visiblement, Langlois a regardé, mais qu'est-ce qu'il y a dans tous ces bouts de billets inconnus ? On va regarder, oh, le film de Todd Browning, l'inconnu, extra. Voilà. Donc on va revoir un extrait, puis on va dire 2-3 mots là-dessus, puis après on va continuer.
Je vais balancer comme ça tel quel, alors que ça aurait été pas mal. Je vous donne quand même juste l'idée. Le film, en fait, raconte l'histoire d'un homme qui intègre un cirque et pour se cacher, fait semblant d'être sans bras et d'être un lanceur de couteaux sans bras. Il est amoureux de sa partenaire, qui est une femme qui, il l'apprend, a très peur des bras des hommes, hein, parce qu'elle est traumatisée, elle a très peur d'être prise dans ses bras, qu'un homme la prenne dans ses bras. Et donc, elle est un peu courtisée par espèce de le grand dadé gentil qui est Malabar. Et lui, sachant comment est cette femme et comment est l'autre mec, se dit il a aucune chance, donc je vais lui dire vas-y, prends-la dans tes bras, etc. Tu vas voir. Et en attendant, il va se faire vraiment enlever les bras. Il va faire une opération qui lui coupe les deux bras. Il revient les deux bras coupés. Et là, manque de bol, les choses ont changé. Voilà. Les gens changent. Bon, vous avez compris. Bon, alors c'est à la fois il y a un truc sinistre, comique, et en même temps c'est bouleversant. C'est bouleversant. Alors, on va arriver dans le moment de la bascule dans le parlant. Bon. Après, pour des espèces d'histoires compliquées de producteurs, de changement de production et de retour à la production, pendant un moment, Todd Browning ne va pas être avec la MGM où était Thalberg pendant une poignée de films. Et donc, du coup, il ne va pas pouvoir faire Dracula avec Lon Chaney, puisqu'il est prévu de faire Dracula avec Lon Chaney. Alors, il va utiliser un acteur qu'il avait fait jouer juste avant dans la 13e chaise, qui est Bela Lugosi, et donc avec le film que vous connaissez, le grand Dracula de Todd Browning. Ce qui est très intéressant avec ce Dracula, c'est que par rapport évidemment à l'autre grand classique, qui est le Nosferatu de Murnau, il prend le complet contre-pied. C'est-à-dire que le Nosferatu de Murnau invente une forme du vampire qui est une forme qui donne, on va dire, au vampire une espèce de forme de vieux fœtus, quoi, ou d'espèce d'être non complètement né, ou à mi-chemin entre la mort et la survie, une espèce d'être vraiment inquiétant physiquement, visible, qui inspirait tout on va dire un folklore mythologique et qui est différente véritablement du Dracula de Bram Stoker. Et la tangente que va prendre Browning, elle est aux antipodes. C'est-à-dire que le Dracula de Bram Stoker, il serait plus proche de celui de Browning, mais il n'est pas aussi extrême que Browning, dans cette forme qui est une espèce de personnage quasiment de cabaret ou de grande figure du music-hall, à mi-chemin entre le grand arnaqueur et la figure du music-hall. Qu'on trouve dans le Dracula de Bela Lugosi, avec ses cheveux gominés, costume, la lenteur, la séduction, tout un appareil qui engage le monde de l'illusion au moins autant que le monde du gothique, quoi. C'est encore, finalement, on continue à aller voir du côté des confidence men. C'est une sorte de confidence men métaphysique, le vampire, du coup. Il y a un type qui a arnaqué la mort en arnaquant aussi des humains. Et là, on est à un moment, en fait, où le cinéma de Browning, pendant le temps du parlant, à la fois, autant tout l'univers du muet de Browning, il est assez cohérent. Comme vous avez vu, il y a quand même il y a beaucoup de reprises, il y a beaucoup de choses qui reviennent, très claires, des idées très claires, un style très clair, un mélodrame, globalement, avec plein de zones sinistres qui peuvent être très comiques en même temps, mais qui est quand même encadré dans le mélodramatique. Et on arrive au parlant, et à plusieurs reprises, il rejoue, il va réessayer de réinventer, il va essayer de proposer une nouvelle écriture de son cinéma.
On peut dire qu'avec Lugosi, il y a une tentative de réécriture de son cinéma. Il fait 3 films avec Lugosi, Troisième chaise, Dracula, La marque du vampire. Teste un truc. Et c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir réussir à reprendre, surtout que La marque du vampire. Alors là aussi, c'est assez bizarre. Parce que La marque du vampire, sur pas mal de points, ça rejoue London After Midnight. Et surtout, il trouve une super comparse pour Lugosi, Carol Borland. Donc Carol Borland, qui est en fait à la base une groupie de Bela Lugosi, va jouer la petite vampire qui l'accompagne. Et là, vraiment, elle invente le look des vampiras des décennies suivantes, quoi. Là, vraiment, on voit arriver la figure de la fille gothique avec teint très pâle, noir autour des yeux, les longs cheveux noirs, une figure très, très envoûtante. Mais le film, enfin, tel que les bios nous le disent, est complètement détourné de là où Browning voulait l'emmener. C'est-à-dire que visiblement, au début, Browning voulait emmener La marque du vampire, où on retrouve un peu l'intrigue à la London After Midnight, c'est-à-dire que ça va être des faux vampires, un numéro d'illusionniste pour pouvoir choper le vrai coupable. En fait, à la base, ça aurait été des vrais vampires qui ont été bloqués dans cette espèce d'état de vampirique. Suite, c'est un père et sa fille, et ça aurait été un amour incestueux entre le père et la fille, obsession browningienne, qui en fait, le père les aurait tués tous les deux d'horreur devant son désir. Il serait resté bloqué comme ça, comme en errance. Ça, c'est des éléments qui sont donnés. On ne sait pas comment ça sera articulé avec le reste, mais c'était visiblement la volonté de départ. Et les productions ont dit ça va pas la tête. Et puis du coup, ils ont remis un truc type London After Midnight, d'illusionniste plus classique. Bon, mais c'est pas grave que Browning il ait du mal, parce qu'en fait, il va faire vraiment un truc qui est un chef-d'œuvre tel que c'est au-delà de Browning. C'est un chef-d'œuvre. Browning, c'est une cinématographie qui est déjà vraiment géniale, mais là, ça va être un film qui est, on va dire, au cinéma de Browning, parce que le cinéma de Browning est au reste du cinéma. C'est Freaks. Freaks, rien que pour Freaks, ça valait le coup qu'il y ait le parlant. Rien que pour Freaks, ça valait le coup, je dirais presque qu'il y ait le cinéma. Freaks, c'est c'est le moment où un artiste rencontre un sujet qui le dépasse vraiment à tous les points de vue. On est en 1932. Pour le faire, en fait, il flingue sa carrière. Parce que là, Thalberg allait lui permettre de faire une espèce de super film qui marche. L'idée, c'était un Arsène Lupin avec, pour la première fois, réunis à l'écran les 2 frères Barrymore. Et ça s'annonçait vraiment un énorme budget et compagnie, un gros truc. Et Browning dit, je vais pas faire ça, en fait, finalement, je vais faire Freaks, qui va être un film avec des vrais monstres. Bon. Et l'autre histoire aussi qui est racontée, toujours c'est des histoires, c'est des légendes, c'est que Thalberg il serait pris la tête dans les mains quand il a vu le scénario. Et il l'a fait quand même. Mais il serait pris la tête dans les mains. Et c'est un film qui va avoir, enfin comment dire, qui est aussi génial que sa réception va être exécrable, quoi. Ça va être une réception qui va être épouvantable. Alors déjà, rien que le tournage. Sur le tournage, bon, alors Freaks, pour vous résumer quand même, de nouveau, une nouvelle de Todd Robbins, Spurs, Les Éperons. Cette nouvelle, elle est publiée dans un magazine qui s'appelle Munsey's Magazine, et le mec qui repère la nouvelle, c'est le personnage qui va jouer le nain dans Freaks, et qui est déjà le nain dans The Unholy Three, c'est Harry Earls, et c'est un acteur de génie. Et lui, il repère cette nouvelle, où le personnage principal est un nain, donc ça l'intéresse. Et le mec qui achète les droits sur la nouvelle, c'est Lon Chaney. Lon Chaney, il est encore là. Il y a même une photo où on voit Lon Chaney répétant une scène de Freaks. Il répète la scène de la femme une fois transformée en femme canard. On ne comprend pas pourquoi. Il y a cette photo de Lon Chaney en femme canard avec Browning. Moi, j'ai une hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, hein. C'est que Lon Chaney donc, devait jouer dans Freaks. Quel rôle? Pas la femme canard, mais probablement le complice. Et que c'est le complice qui se transformait en homme canard. C'est l'explication, on va dire, la plus rationnelle. Bon, encore une fois, je ne suis pas détective, donc je ne me prévaudrais pas de ça. Mais quoi, c'est mon hypothèse. Mais Lon Chaney, de toute façon, il va disparaître très vite de l'histoire, il va mourir, il sera plus là dans cette histoire-là. Mais bon, c'est lui qui avait acheté les droits. Et cette nouvelle-là, elle est assez différente du résultat. Et c'est ça qui est très intéressant. La nouvelle, elle se donne comme ça.
Nouvelle, on a un cirque itinérant en France. C'est le cirque Copeau. Et on a le nain de la troupe, Jacques, qui tombe amoureux de l'écuyère. Jusqu'à là, ça ressemble pas mal au film. Hein. Jeanne-Marie. Et Jeanne-Marie, elle apprend que Jacques, il est très riche. Et donc, elle va l'épouser parce qu'il est très riche. Ça aussi, ça ressemble au film. Et elle a un amant, Simon. Et en fait, là, ça commence à être un peu différent. Il décide pas de l'empoisonner. Il pense qu'il va pas vivre longtemps parce que les nains vivent pas longtemps. Première différence. Donc genre, pas grave, tu l'épouses, puis bon, un nain, ça vit ce que ça vit, et puis après, hop, yay. Première différence. Deuxième différence, rapprochement et différence. La nouvelle prend énormément de temps à raconter le banquet de noces. Ça, c'est pareil que dans le film. C'est très différent dans le sens où le banquet de noces dans le film, on va le revoir ensemble. Hein. On va d'abord aller au bout de la conférence. Je pense que c'est bien de terminer avec le banquet. C'est annoncé, vous verrez, on va revoir le banquet de Freaks. Dans le banquet de Freaks, les Freaks, ils sont unis. Dans celui de la nouvelle, ils se foutent sur la gueule. Griffo, le garçon girafe, avait fermé... Pareil, hein, c'est moi qui ai traduit, alors vous m'excusez si c'est peut-être un peu approximatif, hein, je ne suis pas traducteur. Griffo, le garçon girafe, avait fermé ses grands yeux bruns et balancé languissamment sa petite tête au-dessus de l'assemblée, tandis qu'une expression légèrement arrogante faisait retomber la commissure de ses lèvres. Hercule Hippo répétait inlassablement « Quand je marche, la terre tremble ». Mademoiselle Lupa, sa lèvre poilue retroussée sur ses longues dents blanches, rongeait un os, grognant pour elle-même des mots inintelligibles et lançait à la ronde des regards sauvages et soupçonneux. Chacun de ces phénomènes pensait que lui et lui seul étaient la cause de l'affluence des foules au cirque Copeau. Donc en fait, dans la nouvelle, c'est tous des espèces de stars arrogantes qui sont persuadées d'être le grand truc de la troupe et qui se détestent. Pas du tout comme dans le film. Et alors la fin, par contre, elle est super différente. Alors dans la nouvelle, Jeanne-Marie, au moment où elle l'épouse, elle dit à la cantonade qu'elle pourrait promener son mari comme un petit singe sur ses épaules à travers toute la France. Fin du passage, 1 an plus tard, on a perdu de vue Jeanne-Marie et Jacques. Et on suit un peu Simon, tout seul. Et un jour, Simon revoit devant sa roulotte Jeanne-Marie qui arrive et qui le supplie de le protéger de son mari Jacques. Le nain, Jacques, il a décidé de la prendre au mot et elle a été forcée pendant 1 an de le porter sur ses épaules dans des routes de campagne perdues. Et là, non mais c'est blague, hein, j'ai lu la nouvelle, c'est ça qui se passe. Jacques arrive, il est sur un chien, il a une épée à la main, il poignarde Simon et il dit à Jeanne-Marie, remets-moi sur tes épaules, on reprend la route. Fin de la nouvelle. Very strange. Bon, alors ça a un peu changé quand dans le film, tant mieux. Ou tant pis, mais c'est marrant, on va dire. C'est étrange. Donc dans le film, vous avez compris, il y a vraiment un choix qui a été fait par Todd Browning, qui est de pas du tout rendre le truc ridicule, quoi, de rendre le truc très 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 profond. Et de réduire l'intrigue mélodramatique au maximum. On a le squelette, mais surtout de laisser beaucoup de place pour voir les Freaks vivre et évoluer entre eux. Il y a un côté documentaire, qui est le parti pris que prend le film, qui est hallucinant, et qui fait qu'il sort complètement du genre ou des genres. Et il a aussi c'est un acte politique très très fort, parce que le film de toute façon commence avec l'idée que ce qu'on voit là, on le reverra jamais. C'est l'idée du film. Alors, le film, il se donne à une césure. Alors, c'est vraiment la rencontre d'un obsessionnel, Todd Browning, d'un sujet et d'un moment, Freaks. Les trois rentrent en convergence totale. Todd Browning, obsessionnel, lié à la question de celui qui est hors société, le marginal, la capacité d'abnégation, sacrifice, en même temps le cœur ténébreux, la vengeance, est-ce qu'on peut dépasser la vengeance, la tromperie, tous ces trucs qui l'obsèdent lui, d'un côté, un sujet, les Freaks, et un moment, c'est-à-dire un moment où les Freaks vont disparaître. Pourquoi ? Parce que c'est un moment vraiment politiquement très important, très important. Je veux avoir les éléments importants là avec moi. Voilà.
c'est que, déjà, c'est la fin, absolument, c'est la fin des spectacles de freaks. Les spectacles de freaks, comme on les voit dans le film, donc les roulottes avec les freaks, les numéros des monstres, ça a duré qu'un seul siècle. C'est pas un truc si ancien. De façon organisée, ça a duré qu'un seul siècle. L'historien de tout ça, c'est Robert Bogdan. Je vous renvoie à ses travaux illustres, magnifiques. C'est un truc qui s'est passé aux États-Unis. C'est le passage, en fait, de la société agraire à une société structurée par des institutions. Et en fait, c'est une institution, puisque c'est l'American Museum de Barnum. Et en fait, on va, grosso modo, penser, on va dire, les monstres sous la forme d'une exposition. C'est une exposition itinérante. Il y a des conventions scénographiques par rapport à ça, qui vont avec le principe de montrer. Évidemment, bien sûr, avant, dans l'esprit du carnaval, il y avait des monstres. Il y a certainement eu énormément de spectacles où des monstres intervenaient. Mais l'idée du freak show, c'est une idée qui peut venir qu'avec, on va dire, la conception muséale du freak, quasiment. Conception de l'exposition. Et pendant un siècle, ça va durer. Et le moment où ça s'arrête, il y a une convergence de deux phénomènes très différents, de deux intentions très différentes. Et on pourrait dire une bonne intention, mais qui va avoir des mauvais résultats, et une très mauvaise intention qui va avoir des résultats très forts. La bonne intention, c'est de dire c'est inhumain de produire ces spectacles. Ces gens-là ne sont pas des monstres. Il y a un regard cruel qui est jeté sur eux. Les enfants qui viennent, etc., c'est pour se moquer. C'est atroce d'imaginer qu'on puisse considérer que des hommes puissent être simplement perçus comme des objets, des moyens pour une fin qui est la monstration. Ça, c'est la bonne intention, une très bonne intention. Le problème, c'est qu'elle rencontre une très mauvaise intention et qui crée une convergence qui est, on va dire, parce que c'est quand même ça, qui est l'eugénisme. Il n'y a pas vraiment d'autre mot pour ça. C'est-à-dire, il y a une transformation du regard porté sur la différence humaine, où elle n'est plus traitée comme une bizarrerie, mais comme une pathologie. Et le fait de la traiter comme une pathologie fait que ça entraîne une politique derrière, qui est une politique biologique, une politique liée au vivant. Et en fait, en effet, les freaks ne vont plus être montrés sur scène, ne vont plus être trimballés dans des carrioles comme si c'était des choses. Et par contre, les médecins vont conseiller aux mères de cesser de les avoir. Et il y a des éléments scientifiques qui permettent de faire ça. C'est-à-dire, il y a les rayons X. Donc, avec les rayons X, on peut voir physiologiquement les germes de la difformité. Et donc, on considère à ce moment-là, grosso modo, qu'il est préférable pour une mère de prévenir qu'elle peut avoir un enfant difforme et que ça va entraîner une vie très difficile pour lui, tatati tatata tatati tatata. Et donc, il est préférable que cet enfant ne naisse pas. Je ne sais pas, moi je laisse ça ouvert. Hein. En effet, c'était très cruel. En effet, c'était très inhumain de la façon dont on traitait les monstres, les freaks. Mais c'est remplacé par autre chose, et cette autre chose-là, vous voyez ce que vous voyez, quoi. Donc, ce qu'on voit avec Freaks, c'est que cet univers, qui est un univers dont on peut dire que les coordonnées, elles ne sont pas bonnes. Les freaks eux-mêmes, ils vivent dans des circonstances qui sont dans des conditions qui sont des conditions épouvantables. Elle permet quand même le bonheur. Ils sont capables, dans cet univers-là, de créer une société qui vaut le coup, qui vaut bien plus le coup que la société des gens normaux. C'est ça l'idée un peu du film, et c'est ça l'idée de Browning en tout cas. Je crois que c'est ça qui intéressait Browning, et c'est là où il y a une convergence entre un sujet, un moment politique et un homme. C'est qu'il y a un moment qui est ces spectacles vont disparaître pour des bonnes raisons, mais aussi les freaks vont disparaître pour des raisons qui sont beaucoup plus douteuses,
qui sont quand même liés à une vision du monde et une vision de la normalité, une vision de ce que ça doit être l'homme. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un corps humain? Qu'est-ce que c'est la beauté? Qu'est-ce que c'est tous ces trucs-là? Et le film parle de ça. L'ensemble converge par rapport à ça dans un film comme celui-là. C'est ce qui fait que Freaks, c'est un film inouï. C'est ce qui fait aussi que c'est un film maudit. Et que ça va lui coûter sa carrière à Browning. Parce qu'il ne faut pas déconner, après, il pourra faire 4 films. Pas beaucoup. Et je veux dire, la MGM, elle va s'en débarrasser très vite de ce film-là. Louis B. Mayer, il va revendre le film. Il ne veut pas en entendre parler. Ça va sortir à l'affiche, ça va être 2 semaines. Les critiques, elles vont être exécrables. Et elles vont toutes avoir aussi un ton un petit peu problématique, du genre... évidemment, ces gens-là sont des êtres humains comme les autres, etc. Est-ce que c'est pas un peu cruel de les montrer encore à nouveau, etc. L'idée que c'est encore cruel de montrer. Bon, vous avez pigé l'idée, quoi. Il y a une idée derrière qui est sous couvert de... Enfin, comment dire? Mais non, mais je pense que c'est bien intentionné. Mais derrière, je ne sais pas très bien si on comprend ce qui est en jeu et ce qui va arriver. Et il faudra attendre les années 60. Le film, il sera interdit en Angleterre, de toute façon, jusqu'aux années 60. Puis en France, on ne le connaîtra pas avant les années 60 non plus. Ou alors dans des ciné-clubs, je ne sais pas quoi. Ciné-club, peut-être. Et dans les années 60, par contre, il va y avoir une rencontre entre Freaks et les mouvements de la jeunesse. Et ensuite, ça va devenir une référence permanente par rapport à... Vous voyez partout, les séries télévisées, les films, les morceaux de musique, le punk. Vous voyez partout. Première réappropriation, c'est celle de Zappa et de ses amis de Los Angeles. C'est d'appeler, grosso modo, le premier mouvement d'émancipation de la jeunesse des années 60, pré-hippie, etc., les Freaks. C'est Zappa qui les nomme les Freaks, par rapport au film Freaks. Et son premier album s'appelle Freak Out. Quelqu'un l'a dit quelque part ici, c'est ça? Oui. Et le premier album s'appelle Freak Out. Il s'appelle Freak Out par rapport aux Freaks. Et bon, enfin, le film Freaks, c'est très important pour Zappa. J'ai une anecdote que, comment dire, c'est un truc que nous avait dit sa femme, Gail, décédée aujourd'hui, quand on l'avait visité parce qu'avec un ami, on a fait un film sur Zappa, blabla. C'est pas pour donner une anecdote, mais c'est important. Elle avait dit, une personne qui ne connaissait pas Freaks n'avait pas sa place à cette table, disait Franck, en parlant de la table du repas. Une personne qui ne connaissait pas Freaks n'avait pas sa place à cette table. C'est un film qui était si important que ça. Parce qu'il a amené une idée de l'émancipation qui passait par une extension de ce qu'on considère comme étant la beauté. C'est ça où le film est vraiment un acte politique important. C'est que ça montre l'erreur de Hans de placer ses désirs dans Cléopâtra, la star, la femme belle classique. C'est-à-dire que la norme auquel il aspire, grosso modo, est déjà, on va dire, c'est des termes qui sont beaucoup trop années 60 pour Todd Browning, mais ils sont déjà là. L'idée que le sexe, c'est politique. Vraiment, Freaks, c'est un film où on pourrait dire l'idée, c'est que le sexe, c'est politique. Que désirer un monstre, c'est politique. Désirer quelqu'un de normal, c'est politique. Ça, c'est un truc qu'il y a dans le film. On voit vraiment ce truc-là. Et c'est l'erreur de Hans de vouloir faire confiance dans la norme, alors que la norme est le lieu de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Tandis que le monde des Freaks, c'est un monde où il n'y a plus rien à cacher. À partir du moment où, de toute façon, on est monstrueux, ça peut aller que mieux. On peut que s'arranger. On peut que créer du lien et de l'amour et de la solidarité. Et le projet de Freaks, là où le film est absolument bouleversant, à mon avis, c'était ça qui était insupportable. Si le film était insupportable, c'est parce qu'à mon avis, les gens genre de la MGM ou les personnes qui sont allées le voir, ils ont vu les Freaks heureux ensemble en train de faire la fête, ils n'ont pas supporté. Ils ont dit il faut les montrer comme des gens malheureux, de ne pas être comme nous. Non, ils sont heureux de ne pas être comme vous, bande de crapules. Bordel, excusez-moi, je m'énerve. Mais cette histoire m'énerve.
Bon, après, le pauvre Todd Browning, il va faire 4 films seulement. La Marque du Vampire, on en a parlé. Il y en a 3 autres. Bon, il y en a un que j'adore. Si vous regardez les dates où il est diffusé, vous venez le voir. C'est Fast Workers. C'est très bizarre. C'est un film très bizarre, Fast Workers. Je ne sais même pas très bien comment le... Je vais vous le pitcher en 2-3 mots. C'est un film qui se passe dans le milieu des hommes qui sont dans la construction. Donc on a plein de scènes où ils sont à 20 mètres au-dessus des hommes, en train de se balader comme ça sur les trucs, construire les trucs, vraiment comme s'ils étaient sur le sol, sans avoir de vertige, etc. Ça joue beaucoup là-dessus. Mais en fait, l'intrigue elle-même, c'est entre 2 hommes. Et il y a un homme dont visiblement l'obsession, c'est de sortir avec les femmes que l'autre homme désire. Et après de lui montrer, regarde, t'as vu c'est très bizarre. C'est un gros film sur la rivalité et avec un sous-texte homosexuel bizarre. Tout est bizarre là-dedans. Ça vaut le coup de le voir vraiment. L'intrigue, elle est hyper légère, c'est que ça. Donc, il y a un mec qui tombe amoureux d'une nana, l'autre, il va draguer la nana de l'autre côté, et puis il va le mettre devant le fait accompli que cette femme en question, bah, tu vois, elle n'était pas pour toi. À la fin, surtout, c'est pas... comment dire ? Il veut garder le mec, en fait. C'est pas juste pour choper la nana d'abord, c'est pour garder le mec. Après, la nana, elle est éjectée, et ils continuent, eux, tous les deux, à refaire le même jeu. On a l'impression déjà d'être dans des trucs genre Fassbinder, vous voyez. C'est bizarre. C'est plus du mélo. C'est pas vraiment un film noir. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que des gens peuvent m'expliquer. Mais j'aime beaucoup. C'est très étrange. Il y a beaucoup de scènes qui s'éternisent. Très pré-Lynch, là, où ils sont dans des bars avec de la musique, des gens qui s'énervent, des gens bourrés, qui parlent. Bizarre. Super intéressant. Fast Workers. Pour moi, là, il y avait vraiment un truc. Le film, alors, c'est le flop absolu. Absolu. Vraiment, ça n'intéresse personne. Et même la critique complètement bon, bah, Todd Browning, tu t'arrêtes. Hein. Mais il va s'arrêter. Alors, il va faire Les Poupées du Diable. Je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Qui est plus classique. Qui vont dire qu'il rejoue un peu les trucs d'avant. C'est à partir d'un roman d'Abraham Merritt. Ils sont 4 au scénario, dont Eric Von Stroheim. Il y a Barrymore quand même qui joue dedans. Et ça reprend, c'est un truc qui est un récit fantastique, mais avec ces thèmes-là, du type qui doit se venger, mais aussi qui retrouve sa fille déguisée en femme et tout ça. Bon, il y a tous les trucs un peu d'avant. Ça le fait... Il n'y a pas non plus de quoi se taper la tête contre les murs, quoi, vous voyez. Ça le fait un peu. Je suis dur ? Bon, alors, ok, ça le fait. Non, mais je suis très content si on est fan de ce film, carrément. Je vais aller vite, c'est ça ? Ouais, 5 minutes, ok. De toute façon, on arrive vers la fin, là. Hein. Puis il y a Miracle à vendre. Bon, on va aller très vite. Miracle à vendre, qui sont le dernier film, qui est un film dans un univers d'illusionnistes. Bon, je ne vais pas définir davantage Miracle à vendre. C'est une enquête, c'est très tarabiscoté. C'est intéressant aussi. C'est pas non plus... C'est comme s'il essayait de réécrire encore, qu'il trouvait encore un truc pour inventer son cinéma. Ce qui est important, c'est que Miracle à vendre, non plus, ça ne va pas marcher, hélas. Et qu'il va devoir s'arrêter. Il met fin à sa carrière. Donc on est en 1939, il déménage à Malibu avec Alice qui est revenue entre-temps, hein, il l'avait quitté quand il y avait eu l'histoire avec la femme dont il était tombé amoureux et il buvait trop et tout ça. Elle est revenue. Ah oui, il a arrêté de boire de l'alcool fort à partir de ce moment-là, quand elle est revenue Alice. Donc tous les derniers films, et puis après le reste de la vie, il va plus boire que de la bière. Bon, il va continuer à boire de la bière, mais il boit plus que de la bière. Et à partir de cette date, bah, on le perd quasiment. C'est-à-dire que pendant 25 ans, on le perd. On le perd... Visiblement, il a écrit des nouvelles pour des magazines sous pseudonyme. Le principal pseudonyme, c'est Charles R. Allen. Quelques-unes qui sont recensées, mais elles ne sont pas décrites. Hein, ils nous donnent juste les notes. Genre en notes, on sait qu'il y a des nouvelles. Si un éditeur, même un éditeur en anglais qui veut publier en anglais, ça m'intéresse. Si un éditeur en français qui veut publier en français, comme on dit, il a le droit de boire à ma gourde. Donc, il écrit des nouvelles qu'on sait pas, on n'a pas. Et à partir de la mort de sa femme en 1944, donc c'est assez tôt derrière, hein, c'est quelques années derrière, et ben il vit en reclus avec ses chiens. Il va vivre en reclus avec ses chiens pendant 18 ans. Misanthrope. Il n'aime pas parler avec les humains. Il n'aime pas la présence des enfants. Il n'aime que les animaux. Et les hommes avec qui il parle, ils sont très peu nombreux, et en fait, en général, c'est le veto. Non mais c'est vrai.
Il s'entendait relativement bien avec son veto, ce qui fait qu'au bout de 15 ans, le veto, voyant vraiment Browning qui devait vivre tout seul, être misérable, il lui a dit de venir vivre dans sa maison avec sa femme. Et Browning, les dernières années de sa vie, il a vécu chez le veto et la femme du veto. Et il ne voulait pas parler de Hollywood, il ne voulait pas parler du cinéma, il ne voulait pas aller au cinéma. Et les vétos, ils l'ont arrivé à le convaincre une fois d'aller au cinéma, il est allé voir Les Fraises sauvages de Bergman. Et il a adoré, mais il n'est pas retourné. Il y a un type qui a dit, un réalisateur qu'il a connu, Edgar Ulmer, il dit que Todd Browning était un homme de grande culture, de très grande culture, bien plus grande que la moyenne et bien plus grande que la culture des gens qui avaient à Hollywood, qu'il avait lu énormément de livres, qu'il connaissait toute l'œuvre de Edgar Poe par cœur, non seulement toute l'œuvre d'Edgar Poe, mais toute la littérature gothique de langue anglaise. J'ai lu ça, et là encore une fois, je me suis dit, mais qui c'était ce mec? Qui c'était Todd Browning? Une autre note que j'ai lue, après, comme ça, hein. Il était franc-maçon. Il était franc-maçon. Il avait essayé de faire rentrer Griffith dans sa loge. Et Griffith s'était fait blackbouler. Blackbouler, c'est quand on ne veut pas de vous. Griffith, il ne pouvait pas l'être, mais Browning, il pouvait l'être. Très bizarre. Il y a juste une note comme ça, j'ai trouvé. D'autres gens connaissent plus de trucs, ça m'intéresse. Aussi une autre qui dit qu'il croyait profondément en Dieu, qu'il n'allait jamais dans aucune organisation religieuse, mais qu'il avait une foi très profonde en Dieu. Et que ça ne se remettait pas en cause pour lui. C'est pas un truc qu'on voit dans ses films spécialement. Je vous dis tout ça parce que c'est des choses qui font partie du mystère de Todd Browning, qui font partie du truc qui fait que même là, on arrive à la fin et qui c'était Todd Browning, on ne sait pas. Il a refusé de donner toute interview après donc, le cinéma, ça je vous en ai parlé. Donc tout ce qu'on a, c'est avant, et donc c'est soumis à caution parce que c'est avant et parce que ça accompagne des films. Après, il n'a plus rien voulu dire. Puis de toute façon, après un porté d'un moment, il n'a plus pu rien dire parce que lui aussi s'est chopé un cancer du larynx, comme Chaney. Donc il n'y avait plus de voix. Il est mort le 6 octobre 1962 et à sa demande, conformément à sa demande, il n'y a pas eu de funérailles. Ses cendres ont été placées aux côtés de celles de sa femme dans le cimetière Rosedale de Los Angeles. Voilà. Merci.
It creeps on. We'll make her one of us. A loving cup. We accept her, one of us. We accept her, one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her. Google gobble. One of us. Google gobble. They're going to make you one of them, my peacock. Gooba gobble. That's it. Horseback ride. Come, my little flyback. Mama is going to take you horseback ride.